Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Merci d'avoir choisi de suivre le journal de la radio publique africaine de ce samedi 30 août 2025. Tout de suite, les principaux titres. Au moins 200 cas de disparition forcée ont été documentés au Burundi depuis le régime de Ndayishimiye, selon le président du FOCODE, à l'occasion de la journée dédiée aux victimes de disparition forcée, célébrée ce 30 août. La note de référence de moins de 50% établie par le ministère de l'Éducation pour l'admission des élèves dans les classes post-fondamentales est une note trop basse. C'est l'une des conséquences des réformes prises à la hâte par le gouvernement, d'après Eulalie Niwizi, qui suit de près le secteur de l'éducation. Suite à l'assassinat de 2 réfugiés burundais dans le camp de Nakivale en Ouganda, la coalition des droits humains vivant dans les camps de réfugiés, CDH Vicar, appelle le HCR ainsi que les autorités ougandaises à prendre ces mesures urgentes pour garantir la sécurité des réfugiés. Voilà pour le menu. Dans quelques secondes, le développement de cette édition. Bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce journal par la page Droits de l'homme. Ce 30 août 2025, le monde célèbre le 14e anniversaire de la journée dédiée aux victimes de disparition forcée, une journée qui coïncide au Burundi avec la commémoration de 20 ans du régime CNDD-FDD. Dans une déclaration sortie en l'occasion de cette journée, l'association Abachu Barihe déplore le fait que pendant cette période, la disparition forcée a été utilisée par le pouvoir en place pour s'aimer la terreur au Burundi. Olivier Kenesse, président de la dite association, demande aux organisations qui militent pour la défense des droits humains d'apporter leur soutien pour l'éradication de ce phénomène de disparition forcée dans le monde. Suivez plutôt Olivier Kenesse, il est président de l'association Abachu Barihe. Cette journée internationale des victimes de disparition forcée coïncide dans notre pays à la célébration par le parti CNDD-FDD des 20 ans au pouvoir, durant lesquels la disparition forcée a été couramment utilisée par ce régime comme une stratégie pour répandre la terreur dans la société burundaise. Que le CNDD-FDD prenne conscience qu'il célèbre son 20e anniversaire au pouvoir sans stabilité politico-sécuritaire, contrairement à ce qu'il scande. Qu'il se rappelle d'une multitude de personnes disparues sous son régime et fasse une projection objective qu'il finira par répondre non seulement de ces actes liés à la disparition forcée, mais également de ceux liés aux différents crimes que le peuple burundais leur reproche. L'association Abachu Barihe, où sont les nôtres, affirme son engagement indéfectible dans la lutte contre les disparitions forcées, ainsi que dans la quête de vérité, de justice et de réparation pour les victimes et leurs familles. Nous, membres de l'association Abachu Barihe, où sont les nôtres, nous demandons aux organisations nationales et internationales qui œuvrent dans le secteur de défense des droits humains de nous prêter main forte pour que notre rêve se réalise dans le but aussi d'éradiquer le phénomène de disparition forcée dans le monde entier, plus particulièrement dans notre pays, le Burundi. Créée par les Nations Unies en décembre 2010, la journée dédiée aux victimes de disparition forcée a commencé à être célébrée le 30 août 2011. Elle vise à sensibiliser l'opinion mondiale à la question des disparitions forcées et à rendre hommage aux victimes de ce crime. À l'occasion de la célébration de cette journée, le Forum pour la conscience et le développement a organisé en Belgique des festivités en mémoire des victimes de disparition forcée au Burundi depuis 2015. Pacifique Ninahadwe, président du FOCODE, indique que ce phénomène s'est accentué avec le régime Ndayishimiye, malgré ses promesses dans la défense des droits humains,
où au moins 200 cas de disparition ont été documentés. Suivez Pacifique Nilina Hazgue, président du FOCODE. Le FOCODE a organisé un moment de mémoire en faveur des victimes de disparition forcée au Burundi depuis 2015. C'est également l'occasion de rappeler que le phénomène de disparition forcée a continué avec le régime d'Évariste Ndayishimiye. Ndayishimiye avait fait des engagements, avait fait des promesses lors de sa campagne électorale de 2020. Il promettait de s'engager dans la défense des droits humains. Il promettait de châtier les auteurs des violations graves des droits humains. Mais hélas, depuis son arrivée au pouvoir, nous avons documenté près de 200 victimes de disparition forcée et ça a continué de 2020 à 2025. Ça ne s'est jamais arrêté. Les disparitions forcées ont continué. L'armée burundaise et surtout le renseignement militaire a été gravement impliqué dans des kidnappings de populations civiles et dans les disparitions forcées. Le service national de renseignement continue à faire disparaître des Burundais. Il les arrête, il les enlève et ne donne jamais la suite ou le sort réservé à ces victimes. Nous observons même un nouveau phénomène où le service national de renseignement fait sortir des gens se trouvant dans des prisons et parfois qui ont même été jugés, les ramène dans les cachots du renseignement. Ici, il est important de rappeler que le statut des officiers du renseignement, c'est celui d'un OPJ. Il est inconcevable que des gens jugés par les juges reviennent chez un OPJ. Et ces gens sont enfermés dans les cachots du renseignement, certains pendant des mois, certains pendant plus d'une année. Et il est même difficile de savoir si certains d'entre ces gens sont encore en vie. Pacifique Nilina Hazgue demande à la Commission nationale des droits de l'homme, CNIDH, de faire une inspection des cachots du service des renseignements qui regorgent des gens arrêtés ici et là et dont le sort n'est pas connu. Il condamne également l'élection de Shaban Nimubona comme membre du Parlement burundais alors qu'il a été cité dans plusieurs cas de disparition. Encore une fois, Pacifique Nilina Hazgue. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous demandons à la CNDH et à d'autres acteurs d'aller inspecter les cachots du service national de renseignement. Il y a plein de personnes qui ont été ramenées là-bas et dont on ne connaît pas le sort pour le moment. Les autres acteurs des disparitions forcées, c'est la milice Imbonerakure qui a continué aussi à enlever des citoyens et à les faire disparaître. Ici, nous condamnons la récente élection de M. Shaban Nimubona, responsable de la milice Imbonerakure dans les anciennes provinces de Muyinga, Ruyigi et Tchankuzo, qui s'est activé particulièrement dans les disparitions forcées dans les 3 provinces en 2024. Nous avons beaucoup de cas de personnes disparues à cause de ce personnage et nous nous inscrivons en faux contre son élection à l'Assemblée nationale du Burundi comme député. C'est une récompense d'Amburo, même si c'est un parlement qui ne nous représente pas. C'est un lieu symbolique où le fait de lire un homme comme Shaban Nimubona se trouve être une honte, mais aussi une affirmation du régime Ndayishimiye qu'il va continuer sur la lancée des crimes et des disparitions forcées. Et nous rappelons ici que depuis 2022, Evariste Ndayishimiye ne s'est même plus exprimé sur cette problématique des disparitions forcées au Burundi. En politique, à l'occasion des 20 ans de pouvoir du CNDD-FDD, le parti sarwanien Frodebou dresse un bilan sévère. Dans un communiqué publié le 28 août, il accuse le parti au pouvoir d'avoir divisé la scène politique, réprimé l'opposition et manipulé les élections pour se maintenir au pouvoir. Sylvestre Bikolindagara, son porte-parole, évoque des injustices graves subies par les opposants et une mauvaise gestion des ressources du pays qui aurait conduit à un appauvrissement général. Suivez-le. Le parti CNDD-FDD n'a jamais voulu accepter le contenu des accords d'Arusha, auxquels il avait pourtant souscrit lors des accords de cessez-le-feu. Ceci s'est caractérisé notamment par tentative persistante de faire disparaître la vraie opposition, la division de leur parti, en harcelant les dirigeants des partis rivaux, en refusant la coalition des partis et en refusant même leur droit de se faire élire comme c'est le cas des élections de juin en 2025. Vous savez qu'à part vraiment les élections de 2005 que l'on peut qualifier, dire qu'ils sont déroulés bien, mais depuis 2010,
2015, 2020 et plus récemment en 2025, personne ne peut croire à des élections libres, transparentes et non entachées de tricher. Souvenez-vous de la chasse aux sénateurs qui ont eu lieu après les élections de 2010 parce qu'on les contestait tout simplement. Avec 2015, ce fut encore plus catastrophique parce qu'on a produit beaucoup d'exilés et certains morts aussi pour avoir contesté le troisième mandat illégal de ce président Nkurunziza. Je ne saurais terminer sans pouvoir rappeler au Burundi la pénurie que cause la mauvaise gestion des fonds publics. Voilà, manque de sucre, manque de médicaments, manque de matériel scolaire, manque de conditions de travail adéquates pour les enseignants. Tout cela pour l'intérêt d'un seul petit groupe. Voilà ce qu'on peut dire pour le bilan. Le reste, ce n'est que de l'autoglorification. Merci. C'était Sylvestre Bikolindagala, le porte-parole du parti Sahwanya Frodebou. Dans un instant, c'est la page éducation. RPI. À présent, page éducation, la note de référence de moins de 50% établie par le ministère de l'Éducation pour que les élèves qui terminent la classe de 9e soient admis dans les classes post-fondamentales est une note trop basse. Constat fait par Eulalie Niwizi qui suit de près le secteur de l'éducation au Burundi. Pour elle, cela est une conséquence des réformes prises à la hâte par le gouvernement sans avoir planifié au préalable à leur mise en application et sans avoir de budget pour la bonne exécution de ces réformes. Suivez Eulalie Niwizi. La note de référence que le gouvernement du Burundi vient d'adopter pour admettre les élèves dans les classes de poste fondamentale est une note trop basse. Que ce soit la note minimum pour que les enfants soient acceptés dans les lycées communaux ou la note d'accès au lycée communal à internat est une note trop basse. C'est dommage, c'est regrettable, mais c'est pas étonnant pour celui qui a observé l'évolution du système depuis 2005. C'est une conséquence de tout ce qui a été démontré dans les activités de plaidoyer des syndicats, des organisations de défense des droits de l'enfant, des parents, des experts, depuis 2005, quand le gouvernement du Burundi a superposé deux réformes qui toutes exigent des moyens. Le fait d'introduire dans le système scolaire burundais la gratuité de l'enseignement, c'est une gratuité entre guillemets parce qu'il y avait quelqu'un qui paye. Là, c'est vrai, il y avait une nécessité, il y avait une urgence pour faire face aux besoins de scolarisation d'une période de post-conflit, mais en même temps, ils ont superposé une réforme qui touche les programmes, qui introduit de nouvelles matières, alors que le Parlement lui-même n'a pas encore voté le budget. Je peux dire, la mascarade de réformes qui était motivée par une volonté politique et sans écrit, sans planification, là, ça a été la catastrophe qui fait que les résultats scolaires soient très faibles, le niveau de l'enseignement très faible, le niveau des élèves très faible, les classes ne sont pas suffisantes, le matériel didactique, il y a en fait un manque de tout dans les écoles. Mettre des enfants à l'école alors que vous n'avez pas préparé les professeurs, alors qu'il n'y a pas de matériel didactique, la surcharge des enseignants, la frustration des enseignants qui n'ont rien à dire sur les programmes en cours, sur les changements en cours, la frustration des experts qui se voient submergés par les idées des politiciens qui juste prennent des décisions sans accompagnement par un budget pour financer les infrastructures, le matériel didactique et la formation des enseignants. Et tout ça, ça produit le résultat que nous avons. Bien que des recommandations aient été émises dans les années antérieures en ce qui pourrait être corrigé dans ce secteur, Eulalie Niwizi rappelle que le gouvernement ne les a pas considérées et interpelle ainsi le gouvernement burundais de prendre des mesures adéquates qui apportent de solutions durables aux problèmes qui hantent le secteur de l'éducation. Encore une fois, Eulalie Niwizi. Déjà en 2014, c'était 9 ans après,
Il y a eu une évaluation, il y a eu les états généraux de l'éducation qui ont fait un bilan et qui ont proposé des solutions pour redresser le système éducatif. Malheureusement, le Burundi n'a pas tenu en considération ces observations-là. De même, avant d'introduire l'enseignement fondamental en 2013, il y a beaucoup d'experts, il y a même les techniciens du ministère qui ont continué à dire non, nous ne sommes pas prêts, nous n'avons pas ce qu'il faut pour entamer l'enseignement fondamental, et même le Parlement n'avait pas encore voté le budget parce que le budget a été voté pendant la session d'octobre alors que les classes avaient commencé en septembre. Il y a donc ces observations, ces évaluations qui ont eu lieu et qui ont proposé des solutions, mais que l'État du Burundi n'a pas tenu en considération pour prévoir son budget, mais aussi pour organiser la gestion du budget. Et non seulement le budget de l'éducation, mais aussi tout le budget général de l'État. Il y a eu aussi une évaluation en 2022 avec les États généraux qui sont revenus sur des études d'évaluation du système éducatif et qui ont montré combien l'école fondamentale a été une catastrophe au Burundi. Et au lieu de se conformer au conseil des techniciens, mais aussi des participants aux États généraux, le gouvernement du Burundi a continué comme si de rien n'était en apportant de fausses solutions à des problèmes qui sont reconnus que ce sont des problèmes pressants qui exigent des solutions urgentes. Alors, on ne peut pas dire maintenant comment faire. Tout simplement, je reviens sur les mêmes recommandations que nous avons toujours faites. Il faut que la prise de conscience que nous avons remarquée chez le ministre ayant en charge de l'éducation il y a 3 jours, que cette prise de conscience touche tout le gouvernement pour que le gouvernement ne vienne pas pour se plaindre devant la population qui a toujours interpellé sans réponse, mais que le gouvernement prenne des mesures de corriger dès aujourd'hui pour planifier l'éducation conformément aux réalités en face. Parlons réfugiés. À la suite de l'assassinat de 2 réfugiés burundais dans le camp de Nakivale, la coalition des droits humains vivant dans les camps des réfugiés, CDH-Vicar en sigle, appelle instamment le HCR ainsi que les autorités ougandaises à prendre des mesures urgentes pour garantir la sécurité des réfugiés. Jean Bosco Viezigiro, porte-parole de la CDH-Vicar, invite également l'ensemble des organisations de défense des droits humains à se mobiliser et à condamner avec la plus grande fermeté ces actes odieux. Je vous propose d'écouter Jean Bosco Viezigiro, porte-parole de la CDH-Vicar. La CDH-Vicar se dit choquée par l'insécurité qui règne dans le cas de Nakivale pour les gens appelés communément motards. Dans ces 2 dernières semaines, nous venons d'enregistrer la mort de 2 personnes qui déplaçaient les gens à bord de motos. Le nommé Vianney et Bukuru. La première personne a été tabassée à mort, amenée à l'hôpital. Il a perdu sa vie. Et la deuxième personne a été retrouvée cette dernière semaine sans tête ni les autres organes. La CDH-Vicar prend cette occasion pour alerter quant à la sécurité de ces personnes qui déplacent les gens à bord de motos. Nous invitons le HCR, nous invitons les responsables du cas de Nakivale et nous invitons tous les acteurs de la société civile dans cette localité à conjuguer les efforts pour dire non à ces tueries répétitives. La CDH-Vicar termine en appelant les réfugiés à être solidaires dans ces situations déplorables. Et en page agriculture, des agriculteurs de la commune Muyinga, province de Buhumuza, dénoncent avoir été dépouillés de leur argent destiné à l'achat d'engrais sans jamais avoir reçu ce produit. Ils s'interrogent par ailleurs sur la décision du gouvernement de continuer à leur proposer d'acheter l'engrais pour la saison culturelle A, alors qu'ils attendent toujours celui de la saison des pluies. Les détails avec Elvis Nyomungere. Les agriculteurs de Muyinga affirment que les engrais de la famille ne sont plus disponibles. Ils disent les avoir payés, mais ne les reçoivent pas, perdant ainsi à la fois de l'argent et les engrais nécessaires. Ils prennent l'exemple des fertilisants qu'ils ont achetés pour être utilisés dans les marais pendant la saison sèche, mais qu'ils n'ont toujours pas réussi, alors qu'il est déjà trop tard pour les utiliser.
Ce sont des fertilisants de la saison dernière que ces agriculteurs réclament. Nous sommes en septembre. Nous devions utiliser ces engrais dans les marais, mais nous ne les avons toujours pas reçus, se plaignent-ils. Certains types d'engrais ne sont plus du tout disponibles. Cela fait même un an que certains ne sont pas arrivés, déplore-t-il. Les engrais Totaraza ont disparu il y a un an. Même l'entreprise Tubura, qui venait en aide aux agriculteurs, a été écartée. Il regrette aussi le manque de régularité. À chaque saison, il manque d'engrais et parfois ils les reçoivent trop tard alors que les cultures n'en ont plus besoin. Les fertilisants ne sont plus disponibles à chaque saison. Pendant la saison des fruits, nous avons été mal servis. Et c'était la même chose pendant la saison sèche. Ils nous donnent des engrais alors que nous n'avons plus besoin. Les engrais destinés à la saison des fruits nous sont distribués pendant la saison sèche. Et ils nous ont obligés à payer d'autres engrais et ils nous ont obligés à payer d'autres engrais alors qu'ils ne nous ont même pas fourni ceux de la saison précédente. Pour se justifier, ils nous distribuaient des engrais inadaptés à la période et en plus, ils accumulent les dettes de la saison sèche. Et, autre problème, ils ne nous donnent pas la quantité complète. Même si quelqu'un a payé un sac entier, il peut recevoir seulement quelques kilos. L'année dernière, une personne a reçu seulement 3 kilos malgré le paiement d'un sac entier. Nous commençons à nous méfier des services de l'État. Ces agriculteurs demandent au gouvernement de mieux organiser la distribution des engrais afin qu'elle soit faite correctement et à temps pour leur permettre d'avoir de bonnes récoltes. Ils réclament également qu'on les restitue les engrais qu'ils ont payés pour la saison en cours, mais qu'ils n'ont toujours pas reçus. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu contacter la DPAE de Muyinga pour recueillir sa réaction face à ces plaintes. RPA. En page société, la pénurie persistante de carburant qui se remarque dans la ville de Bujumbura engendra par conséquent le manque de véhicules de transport, complique les déplacements des citoyens vers leurs activités quotidiennes. En plus de la fatigue accumulée à force de marcher, ces citoyens expliquent qu'ils arrivent en retard à leur travail, ce qui impacte négativement la qualité de leurs prestations. Dani Claire Ilatkumba nous raconte les difficultés auxquelles ces citoyens font face. La pénurie persistante du carburant qui se remarque dans la ville de Bujumbura complique la vie des habitants qui travaillent loin de leur domicile. Cette situation est due au fait que les véhicules de transport manquent régulièrement, obligeant beaucoup de gens à se rendre à leur lieu de travail à pied. Certains, dont le lieu de service est très éloigné, peinent à arriver à leur poste du fait qu'ils étaient habitués à prendre 2 bus pour y arriver. À titre illustratif, un habitant de la zone Kanyosha qui se rend chaque jour à Bubanza pour travailler et qui s'est confié à la RPA témoigne qu'il arrive presque toujours en retard à son travail. En principe, le premier bus commence à travailler à 5 heures du matin et c'est à ce moment-là que je me réveille pour partir. Comme les bus sont peu nombreux, j'arrive en ville à pied et puis de la ville, je prends celui qui sera à Mutakura. J'arrive à l'endroit communément appelé Koteou. Là aussi, il y a peu de bus et ils sont bondés. Alors, je dois attendre pour en avoir un. Ensuite, je prends celui qui m'amène à Mousséni. Et de là, je prends encore un bus jusqu'à Bubanza. J'arrive en retard au boulot vers 10 heures passées. C'est franchement une situation compliquée. Les retards quotidiens finissent par avoir des conséquences, aussi bien pour ceux qui doivent se présenter à leurs employeurs que pour les travailleurs indépendants tels que les commerçants et autres. En plus de la baisse de rendement pour ceux qui exercent à leur propre compte, d'autres se retrouvent sanctionnés ou réprimandés par leurs supérieurs hiérarchiques. Souvent, on nous inflige des sanctions. Oui, parfois certains supérieurs sont flexibles et nous comprennent, mais d'autres animent de mauvaises intentions, trouvent toutes sortes de prétextes pour te sanctionner au travail, ou bien cela nous pousse parfois de faire des magouilles que nous n'aurions pas fait si l'on ne nous mettait pas une telle pression. Alors,
Il arrive qu'une personne cherche même à obtenir de faux documents médicaux nous permettant de justifier des absences à cause de cette situation. Ces citoyens qui se sont exprimés au micro de la RPA continuent de demander aux dirigeants du pays de trouver une solution durable à la crise du carburant qui dure déjà depuis plus de 3 ans. Et pour clôturer ce journal, il y a mécontentement au sein de la population de la commune urbaine de Cibitoke, des habitants ayant déjà payé les frais de raccordement au compteur d'eau il y a environ 1 an, se voient aujourd'hui exiger une nouvelle somme. Ces citoyens dénoncent le fait d'être contraints de payer un montant supplémentaire alors qu'ils s'étaient déjà acquittés des frais préalables. Emmanuel Daishimiye nous fait le point. Des habitants de Rugombo, commune de Cibitoke, dénoncent le fait qu'on leur demande une nouvelle somme d'argent alors qu'ils avaient déjà payé les frais de raccordement au compteur d'eau. Cela fait presque 1 année depuis leur paiement, mais les compteurs ne leur ont toujours pas été installés selon l'un des habitants de Rugombo. Ceux qui ont payé le raccordement au compteur d'eau il y a environ 1 an avaient tout réglé, mais comme le régie des eaux distribue les compteurs avec retard et les oblige aujourd'hui ces personnes à payer un montant supplémentaire appelé supplément selon la distance entre le domicile et l'endroit où sera installé le compteur. Ces habitants affirment qu'en plus du montant déjà payé, on leur exige un supplément, calculé en fonction de la distance entre leur maison et l'endroit où sera posé ce qu'on appelle le supplément. Ils estiment être victimes d'une escroquerie. Par exemple, pour une distance de 6 mètres, on doit payer un supplément de 35 000 francs. Pour ceux dont la distance dépasse 30 mètres, le supplément monte à 98 000 francs en plus de la somme déjà versée pour le compteur. Ces personnes se disent victimes car elles doivent payer des suppléments sans avoir commis de faute. Les citoyens de la commune de Cibitoke dénoncent une injustice de la part des agents de la régie des eaux. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu recueillir la réaction de cette société. Merci Emmanuel Ndaishimiye. C'est ici la fin du journal de ce samedi 30 août 2025. Merci de votre aimable écoute. Merci également à tous mes collègues. Bon week-end à tous.